Un petit mot avant de commencer la vidéo internet, un petit mot pour te dire bienvenue sur la chaîne Jeux de rôle. Si tu es de visite et que tu découvres et tu games, je t'invite à t'abonner parce que oui, on est en bonne voie d'atteindre le 10 000 abonnés avant Noël. Ça va très vite, puis là, vous allez voir quand on va pogner 10 000, là, ça va être pas mal moins de niaiseries, puis pas mal plus de réflexion. Petit fil là. Et ça va faire 10 ans déjà que la 5e édition de Donjons Dragons existe. Et là, en septembre de cette année, il y a eu une révision des règles. Alors non, c'est pas une 6e édition, c'est pas une 5.5, c'est pas l'édition 1D&D, c'est vraiment la 5e édition révisée. Donc, si tu connais les règles de la 5e édition, tu sais encore jouer au jeu de rôle Donjons Dragons. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de détailler les règles qui changent le plus. Puis les règles qui changent de manière un peu non intuitive. Ce que j'ai réalisé en commençant à jouer avec la version 2024, c'est que je tombais rapidement dans mes réflexes de maître de jeu de Donjons Dragons 5e édition 2014. Mais il y a quand même certains aspects du jeu qui ont été vraiment encadrés de façon différente. Fait qu'aujourd'hui, le but, c'est de vous aider à mieux débuter dans cette nouvelle édition. Puis on se rappelle, les règles de Donjons Dragons sont là pour vous aider à passer un bon moment avec vos amis, à raconter une histoire. Mais c'est quand même le maître du jeu qui est responsable d'un bon déroulement d'une partie. Alors s'il y a certaines de ces règles-là que vous comprenez pas, que vous voulez pas utiliser, grand bien vous fasse, c'est votre partie, c'est vous qui décidez. La police de Wizard of the Coast débarquera pas chez vous. Oh non, ils m'ont trouvé. Le premier changement majeur sur lequel on passera pas trop de temps parce que je pense que c'est assez simple à comprendre, c'est que maintenant, à la création du personnage, il y a 3 éléments importants à considérer. La première partie, c'est de choisir votre classe. Donc ça, c'est comme dans la version 2014, c'est les mêmes 12 classes de base. Il va être le guerrier, le magicien, l'ensorceleur, ça reste. La plupart des classes ont des petits changements, alors révisez bien les tableaux de progression de classe, parce qu'au niveau 1, oui, ça reste sensiblement le même concept pour chacune des classes, mais il y a quand même quelques petites modifications, entre autres la maîtrise des armes, Weapon Mastery, qu'on va expliquer tout à l'heure. Ensuite, très important, vous devez déterminer votre espèce. Alors, quel type de créature vous allez jouer? Allez-vous être un elfe, un Goliath, un Aasimar? Mais les espèces ne procurent plus d'avantages mécaniques aux caractéristiques. Donc, c'est pas parce que vous êtes un elfe que vous allez avoir un bonus de dextérité ou un malus de constitution. C'est plus comme ça que ça fonctionne. Les espèces ont encore des pouvoirs uniques qui vont vous procurer. Fait que oui, malgré tout, on retrouve la saveur de l'elfe millénaire, le Goliath extrêmement fort qui porte l'héritage des géants. Autre petit changement notable qui est facile à oublier, toutes les espèces jouables ont maintenant une vitesse de déplacement de 30 pieds, ce qui représente 12 mètres, je pense, si vous jouez avec le système métrique. Et le troisième élément clé de la création du personnage, c'est votre historique. Qu'est-ce que vous étiez avant de devenir un aventurier? Vous aviez une vie? Étiez-vous un noble, un soldat, un garde, un charlatan, un troubadour? Et cette occupation-là va vous donner vos bonus de caractéristiques. Et notez qu'il y a aussi dans le choix d'historique un don origine qui vous est procuré. Donc ça se résume à ces 3 gros aspects-là. Classe, espèce, historique. Et avec ça, vous devriez avoir la base de vos habiletés, de vos caractéristiques, de vos compétences. Fait que ça, ici, c'est un changement qui n'est pas si compliqué que ça. Là où les changements vont peut-être être un petit peu désorientants pour les maîtres de jeu qui ont pratiqué la version 2014, c'est dans le choix des actions. Ce que j'aime beaucoup de l'édition 2024, c'est qu'on nous propose maintenant un tableau d'actions bien clair. Donc on retrouve nos actions favorites, l'action d'attaque, encore désengager, aider un ami. Ces actions-là restent, donc les classiques de 2014. Mais on va trouver aussi de nouvelles actions potentielles. On a l'action recherche, qui est clairement, vous utilisez votre action pour chercher quelque chose dans la situation, le combat la plupart du temps.
Est-ce que vous essayez de trouver l'emplacement d'un ennemi dissimulé, caché, invisible? Est-ce que vous essayez de faire un jet d'insight, intuition, pour essayer de comprendre les motifs de votre adversaire ou du monstre? Ça, je trouve ça intéressant parce que soudainement, ça vous donne des options qui sont autre chose que d'attaquer. D'ailleurs, il y a aussi une action maintenant qui s'appelle influence. Donc, vous pouvez faire un jet social pour mentir, tromper, faire une diversion. Donc, toutes ces choses-là, vous savez, là, quand il y a un des joueurs qui fait « J'écris rends-toi », puis dans la version 2014, parfois on le faisait un petit peu sur un coin de table en faisant « Ok, c'est une action gratuite, tu fais juste lui crier après, puis après ça, si ça fonctionne pas, tu pourras attaquer. » Eh bien là, on vient vraiment encadrer ça dans une action claire. Donc, si tu prends ton tour pour essayer d'influencer la créature, ton adversaire, ton ennemi, eh bien c'est ça ton tour. Il y a toujours l'action aussi étudier. L'action étudier, ça permet de faire un jet de savoir, arcane, médecine, histoire, pour découvrir des informations importantes sur le lieu ou sur la créature que vous combattez. Une action d'étude pour essayer de comprendre les faiblesses du monstre. Moi, je l'utiliserais vraiment comme ça si un joueur est prêt à investir son action pour étudier le monstre, trouver ses points faibles. Je pense que moi, j'y donnerais au moins une des faiblesses de la créature. Un autre aspect du jeu qui change, c'est comment on a encadré tout l'aspect de la discrétion. Se cacher. Parce que c'est une action qui existe toujours dans le jeu. Se cacher. On a simplifié légèrement la règle concernant se cacher. Alors voilà ce qui se passe quand vous essayez de prendre cette action-là. Vous devez d'abord être dans un endroit qui soit très obscurci, donc il n'y a pas beaucoup de lumière, ou vous devez être en mesure d'avoir une couverture au moins aux 3/4. Donc de vous cacher derrière un baril, un rideau. Il faut qu'il y ait quelque chose pour vous cacher. Quand vous faites l'action se cacher, vous faites un jet de discrétion difficulté 15. Si vous y parvenez, vous obtenez la condition invisible. Notez le résultat de votre jet de discrétion parce que si une créature, lors des tours futurs, veut essayer de vous trouver avec l'action recherche, comme on a détaillé tout à l'heure, ben il doit réussir un jet de perception difficulté de votre jet de discrétion. Est-ce que vous êtes bien caché, moyen, bien caché? C'est ce que ça détermine. Et vous n'êtes plus caché si une des conditions suivantes se produit. Donc si vous émettez un son bruyant, s'il y a un ennemi qui vous trouve grâce à l'action recherche, si vous attaquez, ou si vous faites un sort avec des composants verbales. Fait que oui, hein, on a essayé d'encadrer un petit peu mieux c'est quoi la discrétion, puis on se rappelle que invisible, même avec le sort invisibilité, ça ne vous fait pas disparaître de la surface de la Terre. Quelqu'un qui est là dans l'environnement immédiat peut être conscient de votre présence. Et je pense que c'est intéressant ici de détailler un petit peu la condition invisible dans la nouvelle version de Donjons Dragons. C'est que ça vous donne avantage à votre initiative. Ça vous donne avantage à vos attaques faites contre les adversaires qui ne savent pas que vous êtes là. Et personne ne peut vous prendre pour cible si elle a besoin d'avoir un contact visuel pour vous cibler. Il y a plusieurs sorts qui vont demander de cibler un adversaire que vous pouvez voir. Et ça a un impact majeur sur une autre nouvelle règle, les rounds surprises. Tu sais, il n'y avait pas de round surprise officiellement dans la 5e édition. Ça a toujours été en fait un peu nébuleux, tout le monde l'interprétait un peu à sa façon parce que concrètement, dans les règles de 2014, un adversaire qui n'est pas au courant qu'il y a un ennemi près de lui ne pouvait pas agir dans le premier round d'initiative. Mais sinon, le round était absolument normal, mais c'était un avantage extrême quand un ennemi ou le groupe de personnages joueurs était capable de faire une embuscade réussie. La version 2024 change ces règles-là. Il n'y a plus d'état de surprise. Un adversaire qui est surpris dans une situation initiale de combat va avoir des avantages à son initiative. Et comme on a vu précédemment, si vous vous êtes caché et que vous êtes invisible, vous gagnez avantage à votre initiative. C'est beaucoup plus raisonnable. Ça vient vraiment réduire l'importance de créer une embuscade. Ce qui est dérangeant ici, là, dans les premiers tests qu'on a fait là, en ce moment, c'est que ça crée des situations un peu étranges où soudainement, par chance, un adversaire surpris peut quand même
nous taper sa tête avant qu'on ait eu le temps de faire quoi que ce soit. Vous tape sur la tête avant même que vous ayez fait l'action qui a fait qu'il vous tape sa tête. C'est comme si ça créait un peu un paradoxe temporel. En faisant comme... Attends, là, il m'attaque parce que je l'attaque, mais je l'ai pas attaqué. Il va falloir être un petit peu créatif, là. Vous pilez sur une brindille et l'adversaire est au courant que vous êtes là. C'est ce genre de situation-là que ça va créer. Autre règle qui change, vous ne pouvez lancer qu'un seul sort qui utilise un emplacement de sort par tour. Oui, ça va ressembler beaucoup à ce qu'il y avait en 2014, mais la règle officielle était pas aussi claire que ça dans le livre. Il restait toujours la possibilité pour certains builds qui profitaient de certaines petites entourloupes au niveau des règles. Par exemple, si vous étiez un magicien qui prenait un multiclasse de guerrier, vous pouviez utiliser l'habileté sursaut d'action, Action Surge, pour possiblement prendre 2 tours dans un même round de combat et donc lancer 2 boules de feu. C'était possible en 2014, plus maintenant. On spécifie vraiment que c'est un sort avec un emplacement de sort par tour. Donc vous pouvez toujours utiliser un cantrip et un sort niveau 1 dans le même tour si vous en avez la possibilité, mais il n'y a rien normalement à ce stade-ci du jeu qui va vous laisser lancer 2 boules de feu. Ça, c'est pas possible. C'est fini, ce temps-là est révolu! Mais il reste peut-être de l'espoir pour les power gamers ici. Si vous êtes capable de trouver dans un supplément éventuel ou dans un truc que j'ai pas lu encore, une habileté qui vous permet de lancer un sort sans dépenser un emplacement de sort, et bien là, peut-être qu'à ce moment-là, vous pouvez utiliser 2 sorts dans le même tour. L'exemple, par exemple, c'est que Fey Touch, qui est un don, vous permet d'utiliser le sort Misty Step sans dépenser d'emplacement de sort, et donc, vous pouvez utiliser Misty Step de votre don en même temps que vous lancez un sort dans votre tour. Ça, c'est possible! Donc, voilà, on résume, on n'oublie pas, on peut utiliser un seul sort qui prend un emplacement de sort par tour. Ensuite, on a les fameux Weapon Mastery, donc maîtrise des armes. C'est une habileté que plusieurs classes vont obtenir dès le niveau 1, et ce que ça fait, c'est que ça vous permet de choisir 2 armes afin de chaque long repos que vous allez débloquer des habiletés spéciales avec ces armes choisies-là. Et il faut que ce soit des armes que vous pouvez maîtriser grâce à votre classe. Vous allez voir dans le tableau des armes et vous allez voir les mots-clés qui sont reliés à l'arme. Il y a certaines armes qui sont plutôt simples à comprendre. Par exemple, si vous avez un Weapon Mastery et que vous choisissez de débloquer la capacité de la rapière, qui est le mot-clé Vex, et bien ce qui arrive, c'est que vous allez avoir avantage à une prochaine attaque que vous faites contre la cible jusqu'à la fin du prochain tour. Ça veut dire que vous pouvez faire une attaque et votre prochaine attaque contre cette cible-là, si vous la faites avant la fin de votre prochain tour, ben elle va avoir avantage. Parfait pour un roublard. Les armes qui ont Topple vous permettent de forcer votre adversaire, si vous lui faites du dégât, à faire un jet de sauvegarde pour éviter de tomber au sol. C'est plein d'habiletés assez intéressantes, assez bien décrites. Là où parfois il y a des petites zones grises, moi en tout cas je l'ai rencontré avec mon roublard, c'est pour le mot-clé léger. Les armes légères, donc c'est dans le mot-clé léger qu'on retrouve à peu près toutes les règles pour se battre à 2 armes dans Donjon Dragon, ce qui a toujours été un peu compliqué. Donc si vous faites une attaque avec une arme légère, en action bonus, plus tard dans le même tour, vous pouvez faire une autre attaque en action bonus, avec une autre arme différente que vous avez dans l'autre main. Vous pourriez avoir par exemple 2 dagues, 2 armes légères, faire une attaque et en action bonus, faire une autre attaque. Ce qui est chouette, c'est que ça vous donne une attaque supplémentaire. Bien sûr, ça demande vos 2 mains, ça va vous occuper. Mais ça, c'est un mot-clé simple qui ne vous demande pas Weapon Mastery. Là où vous avez besoin de Weapon Mastery, c'est avec le mot-clé Nick. Et ce que ça fait, et pourquoi c'est pratique pour le roublard, c'est que ça vous permet de faire cette attaque supplémentaire. L'attaque procurée par le mot-clé léger, mais de garder votre action bonus. Fait que l'avantage de ça, c'est que si vous êtes un roublard, vous avez maîtrise des armes, vous choisissez d'avoir le mot-clé Nick de vos dagues, ben vous pouvez faire vos 2 attaques dans votre action d'attaque. Vous avez encore votre action bonus pour faire tout ce que les roublards veulent faire. Et dès le niveau 2, vous avez encore Cunning Action qui vous permet d'utiliser votre action bonus pour dash, vous cacher, vous désengager. Fait que c'est là l'avantage du mot-clé Nick.
Il y a eu aussi beaucoup de questionnements par rapport au combat à deux armes. Il y a un don que vous pouvez prendre au niveau 4 qui s'appelle combat à deux armes et qui vous permet justement d'avoir une attaque supplémentaire avec votre action bonus du mot-clé léger. Alors là, oui, dans ce cas-là, vous pouvez avoir au niveau 4 deux attaques car vous prenez l'action bonus d'une arme légère. Je sais pas si c'est clair. Moi, en tout cas, ça m'a pris un petit moment à dépatouiller tout ça. C'était déjà un petit peu complexe dans la version 2014. Ça vous prend deux armes différentes aussi. Il faut se battre à deux armes pour pouvoir avoir le bonus du mot-clé léger. C'est clair ce que je fais avec mes mains. Et il y a un autre changement qui est aussi assez chouette, c'est dans les bonus de maîtrise des outils. Donc, ça existait déjà dans la version 2014. Les classes nous donnaient une maîtrise avec certains outils. Que ce soit un kit de gambler ou un set de construction d'ébéniste ou ce genre de choses-là qui étaient un petit peu inutiles. Mais pas que c'était complètement inutile, mais c'était très peu exploité par le jeu. Ici, concrètement, ce que ça fait, c'est que ces outils-là, il y a toute une section dans le chapitre équipement qui décrit un pouvoir qui vous est procuré par cet outil. Donc oui, vous pouvez utiliser vos outils de cordonnier pour construire des souliers, des bottes, travailler le cuir, mais vous pouvez aussi utiliser l'action « Utiliser » pour faire un jet et obtenir une information. Chaque outil est relié à l'une de vos caractéristiques. Par exemple, les outils de forgeron sont reliés à la force. Les outils d'alchimiste sont reliés à l'intelligence. Et vous pouvez ajouter votre bonus de maîtrise quand vous les utilisez. Si vous utilisez l'action « Utiliser » avec vos outils d'alchimiste, vous pouvez, si vous voulez, essayer de partir un feu. Il faut que vous fassiez un jet avec votre maîtrise d'outils, difficulté 15. Alors, les mathématiques de ça, c'est super simple. Vous avez un bonus de maîtrise de 2. Supposons que vous êtes niveau 1. Votre intelligence est plus 3. Donc, vous lancez un des 20 plus 5. Si vous obtenez 15 et plus, vous démarrez un feu sur la case. Fait que ça ouvre beaucoup de petites possibilités. Puis, ils ont fait un effort pour essayer de trouver un pouvoir pour chaque outil. Par exemple, le cordonnier peut prendre son action pour modifier ses souliers. Alors ça, c'est relié à la dextérité, plus votre bonus de maîtrise. Et vous changez vos souliers pour vous donner avantage à votre prochain jet d'acrobatie. Est-ce que vous mettez des ressorts après vos bottes? Est-ce que vous faites juste sortir vos orteils au bout de la semelle? Je sais pas exactement c'est quoi, mais c'est avantage! Même chose pour les outils de forgeron, vous pouvez les utiliser, faire un jet de compétences avec vos outils difficulté 20. Fait que là, ça, c'est force plus la maîtrise pour forcer une porte. Fait que c'est cool! C'est comme si soudainement, le fait que tu sois forgeron pis que tu aies une barre à clous, ça peut t'aider à faire des affaires concrètes dans le jeu. Moi, ce qui me manquait, là, c'est vraiment de voir ça concrètement écrit sur la feuille de personnage quelque part. Outils avec les petits symboles pour pouvoir le calculer parce que loin de la feuille de personnage, loin du cœur, bien sûr. L'autre règle qui va changer, je ne sais pas si ça va avoir un impact énorme sur votre partie, mais il faut le savoir, c'est les règles d'épuisement. Fatigue, je pense, qui a été traduit, c'est le fameux exhaustion. Donc ce qui arrive, c'est que exhaustion, c'est une condition qui peut graduellement devenir de pire en pire. Donc vous gagnez des niveaux d'épuisement si vous ne parvenez pas à manger, par exemple. Pendant une journée, vous devez faire un jet de sauvegarde de constitution, et si vous l'échouez, vous gagnez un niveau d'épuisement. Si vous ne pouvez pas boire pendant une journée, vous gagnez un niveau d'épuisement. Chaque niveau d'épuisement que vous obtenez vous donne moins 2 à tous vos tests de D20. Fait que ça, les tests de D20, là, c'est les jets de sauvegarde, c'est les attaques, les jets de compétences, tout ça, moins 2. Mais moins 2 par niveau d'épuisement. Fait que si vous avez 2 niveaux d'épuisement, c'est moins 4. 3, moins 6. C'est très 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 dur, surtout que les niveaux d'épuisement. De ce que j'ai pu voir en ce moment, une des façons les plus simples de les perdre, c'est vous perdez un niveau d'épuisement par long rest. Fait que si vous avez 5 niveaux d'épuisement, ça va vous prendre 5 dodo pour perdre votre malus de moins 10. Notez aussi que vous perdez 5 pieds de déplacement par niveau d'épuisement. Alors quelqu'un qui a 5 niveaux d'épuisement, il reste juste 5 pieds de déplacement par tour, puis il a moins 10 à tout ce qu'il entreprend, à tous ses lancers de D20! Dès qu'on arrive à 6 niveaux d'épuisement, c'est la mort. Rien peut nous sauver. Alors oui, épuisement,
Je suppose que certains monstres vont jouer avec ça aussi, là, fait que j'ai hâte de voir. Parlant de monstres, je pense que on n'en a pas beaucoup parlé parce que le manuel des monstres va être attendu seulement en 2025. Fait qu'on est encore très très loin d'avoir toutes ces créatures-là qui vont mettre au défi ces joueurs surpuissants que l'édition 2024 va avoir créés. Mais quand même, on a un petit aperçu dans l'appendice des stat blocks du livre de 2024 de ce vers quoi le design des créatures va tendre. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'on nous propose maintenant à peu près toujours une initiative statique. Donc si vous voulez sauver du temps pour votre partie, vous voulez pas rouler l'initiative pour 2-3 monstres différents, vous pouvez prendre juste la valeur proposée qui est la moyenne d'initiative du monstre. Par exemple, pour le loup, il y a 12. Donc vous faites juste marquer 12, le loup attaque à 12, c'est parfait. Moi, c'est ce que je faisais déjà très souvent dans mes parties pour sauver du temps. L'autre gros élément qui change, c'est que plusieurs attaques dans la version 2014 qui proposaient à une créature, par exemple le loup, de faire un jet d'attaque pour pousser un adversaire et faire du dégât, et ensuite, si l'attaque est réussie, la créature attaquée devait faire un jet de sauvegarde pour éviter d'être renversée. Dans l'édition 2024, ça change. On enlève la nécessité d'avoir des jets de sauvegarde. Ce qui est intéressant ici avec ça, c'est qu'on coupe encore des jets de dés inutiles. Ça va faire changer quand même l'équilibre du jeu, parce que les jets de sauvegarde pour éviter d'être renversés, c'était souvent des jets de sauvegarde de force, qui étaient une des rares occasions que les barbares et les guerriers avaient de briller et de faire. Des jets de sauvegarde de force, il y en a tellement peu dans le jeu. Ce qui est intéressant ici, c'est que, comme maître de jeu, puis je suis le premier, puis je suis sûr qu'on va être plusieurs ici à le faire, on crée souvent des nouveaux monstres, des nouveaux adversaires. Puis je pense que c'est important d'être conscient de ce changement de philosophie-là. Si vous créez une habileté, sachez qu'il y a beaucoup de créatures aussi maintenant qui ont, comme les insectes géants, ont juste une habileté où ils lancent une toile. Et c'est même pas une attaque, c'est vraiment une action possible de la créature, à peu près comme un sort. Moi, je trouve ça intéressant, mais c'est sûr que ça va nous demander comme maître de jeu de repenser un peu notre façon de jouer les monstres. Maintenant qu'on a cette option-là, on peut utiliser cette option-là dans certaines situations qui normalement restreignent les attaques. Par exemple, si votre monstre est agrippé, le grapple maintenant donne des avantages aux attaques. Sachez-le, ça aussi c'est important de le savoir. Ben là, votre monstre a quand même l'option de faire ses habiletés qui demandent juste un jet de sauvegarde. Parce que c'est pas nécessairement une attaque, c'est juste une action! Fait que oui, sachez-le, ça ouvre tout un pan pour la création de vos monstres aussi. D'imaginer, ok, mon monstre, il a ses attaques, mais il y a peut-être aussi des habiletés que c'est juste une action qui demande un jet de sauvegarde. Même chose pour les poisons, hein. Maintenant, les poisons, si vous avez un serpent veneneux, ben, c'est juste l'attaque qui fait du dégât de poison. Il n'y a pas un jet de sauvegarde pour éviter d'être empoisonné, ce qui est quand même bad. Fait que sachez-le, ça change un petit peu au niveau de la création des monstres. Et pour finir, je pense que là où il faut être le plus vigilant, c'est dans les sorts. Parce qu'on connaît bien nos sorts de la version 2014, puis c'est facile de tomber dans le pilote automatique. Ce qui est le pire, je pense, c'est qu'il y a plusieurs sorts qui restent identiques, comme missile magique, par exemple, ou arme magique. Tout ça, ça reste très, très, très pareil, mais il y en a certains que il y a une petite nuance d'un mot à l'intérieur du sort qui vient tout changer. Par exemple, suggestion. Suggestion reste sensiblement le même sort qui vous permet de donner une suggestion mentale à une créature pour modifier son comportement. Mais dans la version 2014, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait que la suggestion que vous donniez à cette créature soit quelque chose de raisonnable. Dans la version 2024, on dit qu'il faut que ce soit quelque chose de achievable. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui soit juste faisable. Vous comprenez qu'il y a quand même une grosse nuance dans le choix de ces deux mots-là. C'est déjà pourquoi certaines personnes sur Internet disent que le sort suggestion est peut-être un petit peu brisé. Si je demande par exemple à une créature de « Hey, marche dans cette direction-là pendant 8 heures », c'est quelque chose qui est réalisable. Est-ce que c'est raisonnable? Non. Fait qu'il y a une grosse différence, la nuance est importante, puis c'est possible que certains de vos joueurs essaient d'en abuser. Donc sachez-le. Il y a le sort sommeil. Moi, c'est le premier sort de l'édition 2024 sur lequel je suis tombé. J'ai fait « Ah! Ça, c'est pas pareil! » C'est plus maintenant, on roule 5 des 8 pour déterminer le nombre de points de vie de créatures qu'on peut endormir.
C'est un jet de sauvegarde simple autour d'une petite bulle de 5 pieds de diamètre. Donc c'est pour un groupe d'ennemis qui sont collés et il doit faire un jet de sauvegarde ou juste tomber inconscient. Et s'il rate encore le jet de sauvegarde, ben là, il tombe inconscient pour toute la durée du sort. Donc ils ont 2 chances. Même chose un petit peu pour Color Spray. Donc ces mécaniques-là que moi il me plaisait bien de lancer plein de dés, ben elles sont légèrement modifiées pour le mieux, je pense, pour le sort. Parce qu'effectivement, quand tu lançais ce sort-là contre une série d'orques qui ont beaucoup de points de vie, ben il fallait que tu sois vraiment chanceux pour en endormir plus que 1. Mais là, avec le nouveau sort, s'ils sont tous dans le même coin, tu peux en endormir 3-4 assez facilement, là! Fait que oui, je pense qu'il faut revenir à la bonne vieille habitude de lire chaque ligne du sort avant de le lancer pour être sûr qu'il n'y ait pas un petit mot qui ait changé. Parce que c'est important, les petits mots. Fait que voilà, Internet, c'est un petit tour d'horizon des changements majeurs que j'ai observés. Est-ce qu'il y a certains changements qui vous ont un peu troublé? Sachez qu'il y a déjà eu quelques petits errata dans les versions digitales. Fait que oui, le jeu va continuer quand même d'évoluer, c'est normal. Il y a des choses qu'on va tester puis qu'on va réaliser qui étaient brisées fois 1000. Fait que ça, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo là-dessus éventuellement sur les builds les plus brisées de 2024. Puis vous, quels sont vos changements préférés de cette nouvelle révision des règles? Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.